Francky. Salut. Bonjour Annabelle. Bonjour Audrey. Merci d'être venue. Alors tu es un des rares invités qu'on interroge en vrai. Ouais. Donc, parce que d'habitude on le fait en visio. Ok. Donc on est dans la même salle, tout ça. Donc on va peut-être un petit peu changer la dynamique. Ce sera peut-être même encore un petit peu plus cool. Tu vois. Regarde, il y a un verre d'eau, tu vois, je bouge le verre Oh d'eau. là là, attends, T'as je bougé la rebouge. dynamique. Ouais, grave. Dynamique des fluides. Ça commence. Ça en dit long. ça. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation, parce qu'en fait, en vrai, on se connaît pas. Non. Merci à vous. On s'est rencontrés au Zero to One. Donc Zero to One, C'est vrai. c'est des confs de gens de la tech. Alors, je dis ça parce que en général, chez les neuroatypiques, il y a des gens de la tech, mais Ouais. c'est pas notre cheval. En fait, on n'est pas très forte là-dedans. On n'est pas tech. Tant mieux, Voilà. c'est bien. Bah, ou non. Enfin, Faut tout. Oui, Voilà. exactement. Alors, on va commencer par nos traditions, puis après, on va y aller. Ouais. Alors, on a la tradition de faire poser une question à l'invité d'avant pour l'invité d'après. Donc, on va te poser la question qui est... Qui est Mm. Francky, aujourd'hui, si tu pouvais aller voir l'enfant que tu étais en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu lui dirais? Change rien. Parce que ça sert à rien d'avoir des remords et de faire différemment. Hmm. Et peut-être que je lui dirais va plus vite. Ah, va plus vite. Non, va plus vite dans le sens où la vie est courte Ouais. et qu'on appréhende peut-être pas lorsqu'on est plus jeune le fait que cette vie, elle est belle, Ouais. elle est riche, mais elle est courte, elle Ouais. peut vite s'écourter. Et c'est vrai qu'en avançant, forcément, on a forcément des petites fractures, des amis qui partent. Et peut-être que voilà, je dirais va plus vite dans ce que tu as envie de faire. Ok. Avec les moyens qui sont les tiens, mais voilà. Mais j'ai pas envie de changer grand-chose, que moi j'aime bien ma vie. Ouais. Mm. Et va plus vite, est-ce que ça va aussi avec va plus intensément? Voilà, va plus vite dans le sens plus vite sur la diversité des choses que tu dois faire, pas Ouais. forcément va plus vite au sens le quotidien accélère parce que non, il faut prendre le temps, mais va plus vite dans la diversité des choses que tu as envie de faire dans ta vie Ouais. et prends conscience que le temps est précieux. Ouais. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux d'ailleurs avec la famille. Et qu'au final, faut peut-être pas, des fois, la superficialité, lâche ça, quoi. Et Ouais. va à l'essentiel, plus en profondeur. Ouais. Et puis fais-toi plaisir, en fait, parce qu'en fait, des fois, on oublie de se faire plaisir. On retombe sur le kiff. Et le kiff, voilà, ça, en fait, c'est... le kiff, ça, en fait, je pense que c'est un bon mantra et un bon résumé Ouais, de ma c'est vie. ça. Ouais, Le c'est ça. kiff, c'est mon truc, ça. Voilà, Ouais. moi, j'aime kiffer. Du grand, du petit, du quotidien, des rencontres comme vous, on se connaît pas. Ouais, c'est vrai. Mais Et vous hop. m'avez fait kiffer. Ouais. Moi, j'aime les gens qui, à un moment donné, au premier regard, j'arrive à me dire, il y a un truc. Ouais, Donc, c'est bah, nous pétillant, sinon, excusez-moi, je sais pas si je peux dire, mais sinon, ça On peut dire. m'embête. Bah Ça me oui, fait chier. ouais, Oui, ouais, tu ouais, peux dire. voilà, on peut le Et, dire, hein, et j'ai la chance peut-être de me dire que je suis arrivé à un âge où les toxiques, je les ignore, Ouais. vraiment, Mm. et que moi, j'ai envie de kiffer. Donc, les gens que je sens que ça pétille, où il y a un truc, j'y vais, et je dis toujours oui. Donc, Ouais. après, vous voyez, Eh je suis ben, là, on se c'est connaît comme pas, et ça, je suis là devant un micro avec des croissants. Donc, On c'est s'est cool. dit exactement la même chose en fait quand on s'est rencontrés parce que donc il y a eu plein de conférences etc. Donc les parcours et les confs dans la tech. Alors on essaye de suivre, mais vraiment il y a du vocabulaire. Mm. On n'y arrive pas. Et toi t'es arrivé, t'étais pétillant. T'as parlé aussi, je pense, à l'enfant qu'on était. Parce qu'à la fin, tu as terminé par un truc super intéressant. Il n'y a pas que le diplôme dans la vie. On y reviendra parce que ça, c'est... En tout cas, moi, j'y tiens. Ouais, bah, moi aussi, ouais, Et c'est- il y avait le kiff et il y avait un pitch aussi méga bien travaillé. C'était super agréable. Ouais. Pourtant, je travaille jamais rien. Ouais. Mais en vrai. Je sais pas, l'authenticité. En fait, oui. authentique, c'est ça. Parce que La t'étais dynamique. en proie vraiment avec les gens. Ouais. Tu t'es pas assis, t'étais intense. T'es là. Dans le Oui, kiff souvent on me dit tu que- vois. Souvent, on me dit quand je suis là, et ça se sent. C'est ça. Mais tant mieux. Non, mais après, j'adore ça, en fait, essayer de raconter des choses positives. Ouais. J'adore être... Il y a des choses qui sont graves et il faut pas les éluder. Mais à un moment donné, j'aime faire le récit des choses plutôt positives. Ouais. Et puis, je pense que j'utilise des mots justes, Oui. Ouais, c'est ça. qui sont à Et peu près compréhensibles. compréhensibles. Et je sais Ouais. m'adapter à peu près. S'il y a des gens un peu de haut niveau, je sais dire des mots parfois où... Waouh. Ah, tu connais ce mot? Ouais. Ouais. Je sais pas ce qu'il veut dire, mais je le connais. Et comme l'autre en face ne sait pas non plus, Non ça plus, fait c'est un genre. jeu de mais dupes, il fait tu genre sais. et tout. La vie, parfois, c'est des jeux de dupes. donc, C'est ça, voilà. tout le monde fait genre. Et après, après j'aime bien aussi, à un moment donné, essayer d'expliquer des choses complexes avec des choses simples. Ouais.
C'est pas facile, mais je pense que c'est aussi peut-être le premier des métiers d'un enseignant-chercheur. Ouais. C'est essayer de faire comprendre. C'est pour ça que j'aime bien ma thèse en 180 secondes, tout ça, même si c'est trop préparé pour moi. On voit des fois c'est trop calibré, c'est quasiment du par cœur, et ça, je trouve ça dommage. Mais il faut savoir expliquer les choses simples, comme à un enfant. C'est ça. Ouais, Et c'est pas totalement pour d'accord. autant que... Et c'est la première vertu de la pédagogie, mais on l'a pas tous en tant qu'enseignant-chercheur. c'est ça. Et j'ai plein de collègues qui en manquent un Clairement. peu de kilos. Et du coup, est-ce que tu Voire peux de tonnes. te présenter? Parce que nous, on sait, Ah on oui. fait des recherches. Ah oui. Exactement. Ouais, donc moi je suis enseignant-chercheur dans mon vrai métier. J'ai eu une thèse en intelligence artificielle il y a quelques temps, puisque c'était en 1998. T'étais déjà... Sur un peu les sujets qui passionnent tout le monde et qui font de la géopolitique mondiale, c'est-à-dire en gros les réseaux de neurones, l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou pas. Donc un peu sur ces sujets-là. Moi, mon enjeu, c'était de créer du sens dans tout ça, essayer d'expliquer pourquoi ça marchait pas à l'époque, mais pourquoi ça marche maintenant. Parce que ça marchait vraiment pas à l'époque. En 1998, on était un peu considérés comme les losers. Ouais. Ah oui. Qui font de la recherche, mais ça marchera jamais. Ça marchera jamais, ouais. Et le fait est que ça marchait pas. Donc, faire de la recherche, c'est aussi avancer sur un chemin où c'est pas inhumain et avoir des convictions en disant peut-être que ça peut marcher, mais pendant 15 ans, ça va pas marcher. Faut être quand même lucide. Ça marche maintenant. Bon, tant mieux. On a peut-être contribué très modestement à un petit truc, parce que faire de la recherche, c'est toujours compliqué. On me dit, ah ouais, tu faisais de la recherche là-dessus. Ouais, mais j'ai pas tout inventé non plus. Oui, c'est ça. T'as pas... posé une regardes, pierre sur ce chemin. C'est ça, c'est faire de la recherche et que chacun contribue à un moment donné à faire avancer quelque chose qui, de façon systémique, à un moment donné, ça prend... Et puis ça prend à l'échelle mondiale. Ouais. Donc ouais, j'ai travaillé un peu là-dessus en 1998. Et moi, j'aime bien les étudiants, donc je donne toujours des cours, à ma façon. C'est ça qu'on a On va y revenir à la fin de ton pitch. Ouais, je trouve que les étudiants, enfin je sais pas s'ils m'écoutent là, mais certains des étudiants ils aiment bien, à ma façon, parce que j'aime bien ouvrir des parenthèses et en gros aller stimuler, peut-être, je vais plus chercher la stimulation de quelques neurones dans la tête de kiff pour donner la passion ou l'envie d'aller plus loin et la curiosité que vraiment être dans le formel et le rigoureux. Donc je suis pas forcément non plus un prof atypique, mais je me nourris aussi un peu de tout ce qui est innovation, parce que moi c'est mon kiff vraiment. C'est d'aller défricher des espaces où il y a de l'innovation tech ou pas d'ailleurs. C'est d'aller inventer des récits plutôt positifs, des belles histoires entrepreneuriales ou des histoires d'engagement, qu'importe. Et puis c'est toujours l'innovation. Ne jamais se satisfaire de ce qu'on a créé ou posé. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est d'aller voir... tout à l'heure, j'étais encore voir une boîte qui innove sur des choses complètement dingues. Et j'adore ça. On a envie de savoir, du coup. Et ouais, on n'a pas le droit. Non, c'est des gens qui travaillent sur les cellules souches, c'est un peu compliqué. Donc les cellules souches, c'est quelque chose de la santé. En fait, la cellule souche, c'est la base. Avant d'être du nez, du poumon, de la peau, on part des cellules souches. Et il y a des gens qui, à un moment donné, se disent, la cellule souche, bon voilà, c'est du poumon, puis à un moment donné, il devient malade. Et puis à un moment donné, il y a des thérapies, on essaie de soigner ça. Et il y a des gens qui disent, mais est-ce qu'on pourrait pas faire revenir la cellule malade du poumon, lui faire croire qu'en fait, tu vas revenir comme si tu étais bébé original souche, t'es pas encore quelque chose, et la faire repartir sur du sein. Et donc c'est une nouvelle thérapie, partir sur les cellules souches pour soigner le cancer, qui au lieu de faire de la chimie, travaille sur ces cellules souches pour dire on va lui faire... on commence à y arriver. On va la faire régresser, revenir à son état originel pour la faire repartir dans un état sain. C'est juste miraculeux, c'est juste génial. C'est presque naturel. Alors, c'est pas un remonter dans le temps, parce que le temps, c'est cool, mais c'est la cellule qui, en fait, revient à son état d'origine, ou en tout cas, revient dans un état plus sain pour repartir. Je trouve ça génial, et je me dis, ça, j'ai rencontré des gens qui travaillent là-dessus, je kiffe. Et puis, en même temps, je vais aller voir... Claire de Underdog qui fait de la réparation de matériel des 3 œils, donc tout ce qui est électronique, les frigos, qui les remet en état pour faire du bien à la planète en économie circulaire. Ça me fait kiffer aussi. Et puis rencontrer des gens comme vous, ça me fait kiffer. Ouais, trop bien. Voilà. Et tu sais, alors il y a un truc que tu n'as pas dit sur tes recherches, ce que tu as fait, et peut-être que nos auditeurs et auditrices vont mieux comprendre, c'est que ce mot de kiff, il est hyper important pour toi. Et aussi parce que tu as fait des recherches autour du neurokiff. C'est ça, ouais. Alors le neurokiff, c'est pour moi, c'est peut-être alors déjà au niveau du nom, neuro, ça touche à nos neurones, ce qui se passe dans la tête, très complexe à comprendre. Et kiff, c'est un truc que tout le monde comprend. Je kiffe de manger, de boire un verre de vin, je kiffe de manger un bon petit plat chez un gastro. Bref, je kiffe une senteur, bref. Et c'est des choses, le kiff, où on ne sait pas l'expliquer, mais on kiffe.
Et ça, j'aime à un moment donné rentrer dans des choses où on a du mal à dire des mots, à poser des mots, mais tout le monde ressent la même chose. C'est un peu ce côté universel de la musique, je kiffe. Et donc moi, dans mes recherches, j'ai travaillé effectivement sur des modèles d'apprentissage, IA, de la donnée. Et pour essayer d'avoir un domaine applicatif, je me suis dit, je vais aller dans des trucs où je vais utiliser des outils qui s'appellent l'électroencéphalographie, c'est-à-dire des choses qu'on met sur la tête pour essayer de mesurer ce qui se passe dans la tête. Donc, typiquement, voilà, c'était des casques qui, à l'époque, en 2014, commençaient à sortir, capter de la donnée. Cette donnée, c'est quoi ? C'est vos neurones s'activent dans une certaine zone et ils transmettent de l'électricité. Et donc, l'électroencéphalographie, c'est ni plus ni moins qu'un thermomètre de l'électricité de vos neurones. Et donc, en fonction d'où ils s'activent, il y a des ondes qui sont produites. Alors, alpha, bêta, gamma, sans rentrer dans les détails, c'est des ondes différenciées qui nous permettent de dire, là, tu es plus en train de mobiliser, on va dire, un processus de création, de réflexion profonde, là, plutôt de joie, de superficie. Et de fil en aiguille, on a réussi, avec ces casques-là qui sont utilisés jusqu'à présent plutôt dans les maladies dégénératives, des choses un peu complexes en santé. Moi, j'ai voulu en faire quelque chose de plus joyeux pour que les gens comprennent un peu la technologie, on en est aujourd'hui, mais avec quelque chose qui leur parle tous les jours. Donc, essayer de se dire comment je conjugue la techno, la recherche, et puis le kiff du quotidien. Donc, je suis parti dans l'univers du vin, un univers où c'est pas facile de décrire, à part si on est onologue et on a les termes précis, et ça les toxiques, les ignorer. Et donc, moi, je suis parti sur, attends, mais tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ce vin ? Et en fait, on est tous pareils, on n'est pas des experts, on a juste ce vin, il me donne un petit kiff, ou pas. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, je vais partir sur ce sujet-là, je mets un casque, je crée une expérience sensible, je bois un verre de vin, et avant même de dire si tu aimes ou pas, je vois ce qui se passe dans ton cerveau, et j'essaye de faire justement une interprétation. Là, tu as un super kiff, là, tu l'aimes vraiment pas, c'est very bad kiff. En fait, j'ai fait une espèce de grammaire entre very bad kiff, c'était 100% pur kiff, et puis entre les deux, j'avais des petits kiffs ou moyennement kiff. Et du coup, ça m'a amené justement à conjuguer des travaux un peu sérieux, avec une restitution grand public, où les gens se disaient « Waouh, l'expérience, je mets un casque neuronal, tu vas écouter ce que je dis ?» Non. Je veux juste essayer de t'accompagner sur une expérience un peu sympa, et puis si tu n'as jamais fait ça de ta vie, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Et le fait est que ça a marché. Oui, c'est ça. Donc Neurokiff, on a commencé dans le vin, après j'ai travaillé avec Éric Guérin sur les saveurs. Donc Éric Guérin, chef étoilé, super mec, et avec qui on a voulu justement travailler sur la rupture entre ce que tu vois, et qui te fait saliver, et le goût qui peut être radicalement l'opposé, et te faire une vraie fracture. Et donc on a travaillé avec Eric sur des choses qui étaient très belles, et en fait on a l'impression de manger du chocolat, et en fait on était radicalement dans du sel poisson, avec un goût où là on a justement une perception ou des perceptions sur le rapport à l'alimentation et au plaisir gustatif qui étaient radicalement opposés. Et là, l'idée c'était de se dire vos sens peuvent vous troubler. La vue n'interprète pas la même chose que le goût. Et donc là, c'est pareil. On a fait des expériences pour essayer d'anticiper cette rupture. C'est un peu la même chose sur le packaging. Souvent, on vous vend du packaging. Vous achetez une pizza, vous avez l'impression d'acheter de la santé, tellement les mecs du packaging, elles ont fait un travail. Waouh, on a une petite on a le petit ruisseau. On a l'impression que la pizza, elle va me redonner des points de vie. Quoi. C'est ça. Et en fait, il y a la rupture de la déception, de jamais en bouche. Ah, c'est quoi ? C'est pas bon. Et donc, j'aime travailler sur ces ruptures. J'aime essayer d'accompagner les gens, essayer de prouver, non pas scientifiquement, mais de la donner. C'est ça mon kiff. Et puis, pour terminer, avec Neurokiff, on est allé jusqu'à le parfum. Et ça, c'est vraiment peut-être la plus belle expérience que j'ai réalisée avec Guerlain. Donc, j'ai travaillé avec le nez de Guerlain, qui a inventé la petite robe noire, etc. Donc, c'est vraiment une référence, un patrimoine français, parce que c'est le dernier nez. De France. Toutes les autres marques travaillent avec des nez importés. Lui, il est 100% Guerlain. C'est un monsieur qui a une culture incroyable et qui est dans ce que j'aime, l'hédonique, c'est-à-dire quelque chose qu'il ne sait pas l'expliquer, mais il est capable d'avoir l'intuition de dire là, j'ai trouvé une grammaire olfactive, parce qu'en fait, du parfum, c'est quoi ? Il y a des bases chromatiques, c'est simple, il y a du floral, il y a plutôt de l'intense, et lui, il y en a 120, je crois, la gamme de base, et à partir de ces 120, c'est comme un piano, tu composes. C'est ça. Donc tu mets un peu 20% de ci, 30% de ça, et puis voilà. Et lui, c'est quand même un des meilleurs grammairiens du monde, puisque la petite robe noire, c'est le parfum le plus vendu au monde. Donc c'est lui qui l'a inventé. Et donc on a travaillé ensemble sur une expérience qui était de se dire, on va essayer d'avoir
on va dire un parcours qui nous permet d'identifier quel est le parfum qui vous sied le mieux, ou en tout cas, quel est le parfum qui vous procure le plus d'émotions, plutôt positives ou négatives, en tout cas, qui vous interpellent. Parce qu'on voit bien que les parfums, alors là, vous avez un parfum que vous pouvez adorer, qui d'ailleurs s'estompe parce que votre mémoire fait en sorte que vous ne le sentez plus. C'est ça, qui peuvent être très, on va dire, répulsifs pour certains. C'est vrai. Très attirants pour d'autres, très subtils. On a beaucoup de mal à dire ce parfum, il te sied ou pas. Parce qu'en fait, un parfum, malheureusement, il est dans un environnement où tu n'es pas tout seul. Et certains peuvent adorer ton parfum ou le détester. Et c'est très complexe, en fait, le parfum. Mais c'est la France, déjà. C'est subtil, c'est raffiné. Et puis moi, je trouve que c'est vraiment, là, on tombe dans ce que j'adore, c'est-à-dire le complexe. Tout le monde connaît le parfum. Il y a ceux qui sentent pas bon, Axe sous les bras. Enfin, il y a tout dans les parfums. On le voit bien, on le sait. On le voit très ceux bien. qui sont un peu trop prégnants, le parfum de mamie, là où on a mal à la tête au bout de 10 minutes, mais qu'elle adore. Et puis toute la subtilité des gammes chromatiques des parfums. Bref, et tout ça pour dire que on a travaillé ensemble avec une expérience où progressivement on faisait sentir de façon très aléatoire un premier parfum et je regardais ce qui se passait dans la tête. Et on a mis même en scène avec les flacons de Guerlain dans les boutiques Guerlain, plutôt pour les femmes, parce qu'effectivement aujourd'hui 90% des femmes, ça va 80% de la clientèle Guerlain, c'est les femmes. Et donc on a eu, mon fait d'armes, ça a été effectivement Laurie Tillman, qui était ex-Miss France, qui à un moment donné est venue, a fait le parcours, et je lui ai dit que ce parfum de chez Guerlain, alors je ne sais plus lesquels c'était, enfin bref, sur les 120 parfums, le 69e, il vous sied. Pour moi, c'est celui-ci que vous préférez. Et elle me dit, Cash, j'adore votre produit. Je déteste ce parfum, mais j'adore votre produit. Et là, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le fait est que c'était la rupture. C'était le parfum de sa mère. Qu'elle déteste ce parfum, mais c'était sa Madeleine de Proust. Parce que ça lui rappelait. c'est un parfum qui lui procurait beaucoup d'émotions, mais des émotions plutôt de souvenirs de sa maman, qui était a priori décédée, mais qui avait vraiment cette mémoire. Et là, je me dis, moi, c'est la plus belle des réussites. Parce qu'en fait, je suis pas en train de... J'étais pas en train de dire, je suis en train de... Vous trouvez votre parfum? Je suis en train de vous prouver un parfum qui va vous procurer un max d'émotions. Un max d'émotions, c'est ça. Et dans cette grammaire-là, pour elle, c'était le parfum de sa maman. Et c'était le plus beau. En plus, elle l'a tweeté et tout. Enfin bref, pour moi, ça a été le plus beau fait d'armes. Et donc, cette expérience, elle continue. Ça s'appelle Mindset. Vous pourrez aller voir sur Internet. Effectivement, vous allez voir d'ailleurs les décors. Parce que c'était très joli. Guerlain, on avait designé tous les petits flacons de Guerlain avec le casque sur la tête. Et ils sont encore dans les boutiques. Donc, voilà, vous allez sur les Champs-Élysées, au premier étage. Vous pouvez tester. Alors, c'est réservé sur la clé... Voilà. On lance les testeurs et les testeuses. C'est réservé à une clientèle un peu haut de gamme. Parce qu'en fait, eux, jusqu'à présent, ils payaient une psychologue pour trouver une signature de parfum la plus adaptée pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais où est l'intuition? Où est le naturel dans une odeur qu'on aime? En fait... Payer une psy pour trouver son odeur. Mais c'est aussi une image, le parfum. Ah, pardon, c'est vrai que là, c'est là où ça me différencie. Voilà. Il y a à la fois, à mon avis, une signature un peu d'élitiste en disant je veux pas le même parfum que les autres, parce que là, on est dans une gamme de gens qui achètent un parfum signé Guerlain. Donc et ils peuvent l'acheter de façon exclusive. C'est-à-dire, c'est ma signature, tu ne en feras plus jamais. Donc ça, c'est une première étape. Deuxième étape, il y a un travail aussi, à mon avis, de... eux, ils savent à peu près, en fait, la correspondance entre des traits de caractère, des envies d'apparence ou pas, de la sincérité, de l'authenticité, et puis certains parfums qui s'affirment ça ou pas. On aime, on n'aime pas, mais eux, ils ont l'expérience quand même. Donc du coup, le travail de la psychologue, ça a été de se dire, d'essayer de voir qui est la personne, pour essayer de non pas d'imposer, mais en tout cas d'aiguiller, d'inciter sur tel type de parfum, et puis d'avoir, si on va, alors des parfums qui existent, et puis si on va sur la création pure, originale, unique, dans ce cas-là, de travailler sur des gammes, on revient sur la grammaire, et ça. C'est des parfums qui vaut plus de 100 000 €. Le petit flacon. Waouh! Donc on n'est pas... Enfin, moi, je suis pas dans la cible. Personne n'est dans la cible. Peut-être qu'il y en a dans le... si vous êtes dans la cible... Si vous êtes dans la cible, you're welcome. Allez-y. Faites de la pub, surtout pour nous. Donc voilà ce qui me fait kiffer. Donc le thème neuro-kiff, c'est ce qu'on kiffe d'un point de vue neuronal, une expérience. Donc dans le vin, j'ai kiffé. On en a fait beaucoup. J'ai même mis sur la tête de notre président actuel, Emmanuel Macron. Donc c'était assez rigolo au salon des vins à Paris. Voilà, c'est ça. Sur la bouffe, voilà, avec Eric Guérin, on a fait quelques expériences assez sympas avec effectivement Axel Lemaire qui l'avait inauguré à l'époque et Johanna Roland. Et puis pour moi le plus joli, c'est vraiment les parfums parce que déjà Guerlain, j'adore. Moi, je suis un fan des parfums aussi.
Je trouve que c'est très beau, c'est une écriture française. Et puis on était au début de l'aventure, on pourrait y travailler encore pendant 5 ou 10 ans. Oui, ça s'arrête jamais. Non, parce que c'est vraiment génial cette aventure, elle est vraiment... Alors après, encore une fois, on était limité par les capacités des casques qui sont toujours limitants. On serait effectivement à l'hôpital avec des bornes intrusives, ça c'est plus précis. C'était pas le sujet pour moi. Le sujet, c'était pas d'être précis scientifiquement ou pas. Le sujet, c'était vraiment de se dire, voilà, aujourd'hui, on en est sur l'étude du cerveau. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les données pour essayer de qualifier des émotions dans une expérience sensible. Et je trouve intéressant de se dire, ça, on pourrait le travailler. Alors, tout le monde m'a dit détecteur de mensonges. Oui, évidemment. On est capable de tout faire avec ça. Et effectivement, c'est une petite boîte à quelque chose qui est le plus complexe, qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est le cerveau. Ouais. Le 21e siècle sera le siècle du cerveau, je rappelle. Enfin, et déjà, mais quand même, on va accélérer sur la compréhension. Ouais. Et je trouve que le lien émotion-cerveau, c'est ce qu'il y a de plus humain, quoi. Tu penseras bien que... on t'a dit, quand on s'est rencontrés, que nous, on travaillait beaucoup à sensibiliser autour des neuroatypies, des troubles du neurodéveloppement, etc. Forcément, pour nous, le lien émotion-cerveau-intensité, ça nous a fait popper immédiatement. Mais toi, qu'est-ce qui t'a fait popper quand on est venu te voir? Parce qu'on t'a collait pas quand même au paysage. On t'a parlé de ça, on t'a dit, on t'a expliqué ça, et tu nous as dit, ok, vendu. Genre 30 secondes. 30 secondes. Alors, parce que c'était vous rayonnez, quoi. Enfin, il y a un truc peps. Moi, j'aime bien les gens qui ont du peps et puis qui rayonnent. Mais il y a aussi cette espèce de curiosité que j'ai sentie en vous. De se dire, mais en fait, c'est cool, mais c'est quoi derrière? Explique-nous. Et puis le fait de prendre du temps long, parce que moi, j'aime bien les formats où on prend un peu de temps pour parler. Donc voilà, l'alignement des trois. Et puis après, j'ai envie de dire, encore une fois, cette quête du cerveau, on voit bien aujourd'hui, alors il y a le côté malade. Il y a le côté authenticité. Moi, j'aime les gens qui s'interrogent jusqu'au plus profond des choses en disant comment ça marche, même si on n'a pas d'explication, mais au moins, on se met en capacité et curiosité d'aller voir comment ça se passe. Donc voilà pourquoi je suis venu là, quoi. Et puis encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du cerveau. En vrai, je ne suis pas un spécialiste du cerveau. Moi, je suis plutôt un spécialiste de la data et de l'IA, mais qui va aller chercher ces données, non pas des données particulières. Je m'intéresse plutôt sur des données. Alors, je ne fais pas que le cerveau. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt en fait le corps. C'est comment aujourd'hui le corps nous donne tout un tas de signaux pour exprimer, revendiquer des émotions. Et actuellement, à la L6, pas très loin d'ici, on travaille beaucoup avec une équipe sur ce sujet, où on a tout un tas de capteurs qu'on met en fait en résonance les uns et les autres pour aller justement interpréter des émotions. Exemple de capteur, la quantité d'oxygène que vous avez dans le sang. C'est en fait, quand vous êtes en état de stress, de peur, en fait, ces quantités fluctuent incroyables. Deuxième type de facteur, la sudation. Quand vous avez peur, encore une fois, des situations où vous avez de l'émotion qui vous a dit, soit de la joie d'ailleurs, mais aussi de la peur, vous avez en fait des micro-sudations qui sont à peine perceptibles. Alors des fois aussi, on transpire sous les bras tellement on a peur, on a tous l'image, on passe un examen, parce que t'as peur. Donc c'est pas parce que t'as chaud, c'est pas parce que tu t'es pas lavé ce matin, c'est juste que ton corps, là, il exprime et il a besoin d'avoir une réaction sensible. Et donc moi, voilà, je m'intéresse à tout ça, dilatation de la pupille. On a aussi des capteurs. Là où moi je suis je suis un fédérateur, moi. En fait, tous ces capteurs-là, ils avancent dans leur petite verticale, pour leur petit usage. Et moi, je me dis qu'il faut qu'on transcende, en fait, à la fois qu'on fédère tout ça pour en créer plus de sens, plus de force, et puis qu'on transcende les usages. Aujourd'hui, la dilatation de la pupille, c'est très médical. Et moi, j'ai envie de dire... pour les drogués. Ou pour les drogués. Ou pour les drogués. Moi, j'ai envie de dire, utilisons les capteurs qui sont aujourd'hui de plus en plus accessibles en termes de finances, pour à un moment donné avoir je suis un peu l'homme orchestre quoi, avec le tambourin derrière, la flûte devant, la colombe, pour ceux qui ont la ref. J'essaie de fédérer en fait tout ça et de me dire qu'on peut aller plus loin et que ça crée du sens encore une fois avec ces finalités qui est la compréhension de l'humain et en particulier les émotions. En tout cas, essayer d'anticiper comment aujourd'hui l'humain déclare des émotions, les transmet, les canalise, les mesure, bref, les dompte d'une certaine façon. Mais ça, c'est un sujet pour les neuroatypiques, les émotions. Alors, en gros, globalement, si je remets aussi un petit peu en contexte, les neuroa, on ressent énormément en intensité, on transpire aussi cette intensité.
on va venir un petit peu déranger l'émotion, tout ça. Et on nous a tellement fait comprendre que ça dérange que le neuroi est capable de se mettre une peau, on appelle ça le caméléonisme, voilà, caméléonisme, faire le caméléon, la suradaptation, même c'est encore pire, tu sais même plus qui tu es, et en gros de mettre une couche sur une couche sur une couche sur une couche sur les émotions. Et là, toi, t'arrives et tu dis, bah non, on va prendre en compte les émotions. C'est ça. Où étais-tu tout ce temps? T'es pas loin, hein. T'es vraiment pas loin. T'es pas loin en plus, c'est ça. Hein, Carrément. Et ça, c'est super intéressant pour nous parce que, enfin, on se dit, il y a aussi une partie de la science qui commence à se dire, ce serait peut-être un indicateur parce qu'en Europe, en France, on est un peu... On est un peu con. Un peu, mais pas trop sur les émotions. Sur les ça, ouais, bof, ça se discute. Il faudrait qu'on en fasse un autre. C'est ça. Et toi, t'arrives et tu dis, ok, je vais mettre tout mon réseau ensemble et je vais essayer de les faire connecter pour que ce soit en fait finalement populaire, que ce soit enfin un acquis de se dire, on est un corps, on est des pensées, on est des émotions, c'est normal de réagir, c'est normal d'en avoir, c'est normal des fois de ne pas en avoir. Et tu mêles, toi, avec tes perspectives également que tu as travaillé dans ta vie pro, tes vies pro, si je peux dire ça. Tu le mènes avec, et c'est ça qui nous a plu, qui tu es. C'est-à-dire que t'es un épicurien. Carrément. Alors, kiff. Taf ou pas taf. Si je pose le kiff comme mon mantra, c'est un peu épicurien. C'est ça. D'accord avec toi. Et tu le mêles là-dedans, et tu l'amènes quand même dans un monde scientifique où quand on n'est pas à l'intérieur, on se dit oh là là, ça va être compliqué, on peut pas y rentrer, ça va être borné, etc. Alors qu'en fait, les scientifiques sont quand même assez philosophiques, on va rien comprendre. Et toi, t'es rentré comme ça, poum. En fait, je crois qu'on est des médiateurs ou des passeurs. Hein. J'ai un autre collègue qu'il faudrait interviewer un jour, qui s'appelle Patrick Lecalais. Vous notez son nom un jour. Patrick Lecalais. On note. Petit clin d'œil à Patrick. Coucou Patrick. Coucou Patrick, ouais. Lui, Patrick, c'est pareil. C'est un vrai passeur. C'est un scientifique hors pair, hein, bien plus fort que moi d'ailleurs sur le sujet de l'IA et de tout ce qui est perception. Il travaille sur la perception. Super. Et c'est lui qui a eu le fameux Emmy Award. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là on a eu un scientifique, pour une première fois français, qui a eu un Emmy Award sur ses travaux de compression. Il travaille beaucoup avec des plateformes de diffusion, de compression d'images, de façon à réduire le bruit et de façon à ce que Netflix, grosso modo, puisse être diffusé, même si tu n'as pas du très haut débit dans les continents, par exemple, qui ne sont pas très, très connectés. Et donc c'est des vrais travaux scientifiques de réduction du bruit dans l'image. Lui, il travaille beaucoup sur des couches un peu basses, technique, très techno. Mais il a cette capacité, Patrick, c'est un épicurien ouf. Il est brillant. Et, voilà, la complexité ne le fait pas peur dans le récit de la simplicité. Et il a en fait cette envie aussi d'aller sur des choses hédoniques, des choses qui le challenge même lui. Bref, Patrick Lecalais, c'est un excellent, je lui dirais, et il viendra vous parler. En plus, c'est quelqu'un qui porte, on va dire, la création sur lui. Il adore le Hellfest, de les varier. Il est très rarement en France, mais il voyage beaucoup. Il tourne. Ouais, il travaille sur les deux plateformes en plus. Il est aux États-Unis parce qu'il a beaucoup de contrats, et puis sur l'Asie et la Chine, avec qui il travaille beaucoup sur ces sujets-là, entre autres. Et en fait, pour répondre à ta question, je pense qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, enfin, un peu moins, parce que je fais moins de recherches, etc., mais ce qui m'anime, c'est essayer de se dire qu'on n'est pas tous égaux face à beaucoup de situations, mais en particulier la gestion des émotions, l'authenticité, le superflu, dupe et pas dupe. Hein, on voit bien quand tout le monde joue des jeux. Et moi, je trouve que ça me fatigue à un moment donné. Et c'est aussi ma signature. Alors, je fais un peu de politique, vous le savez aussi, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Je suis engagé aussi à la mairie et à la métropole. Et je crois que ce qui me caractérise, c'est aussi ça. Je n'ai pas de discours langue de bois. Et ça ne crée pas toujours que des situations confortables. Mais en fait, moi, soit on m'aime, soit on me déteste. Et j'ai pas de problème avec ça. Voilà, c'est parce ça. Qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce côté trop authentique. Voilà, il faut... Moi, je joue pas trop de jeux. C'est pas trop mon truc. Et puis, en fait, j'aime être vrai et j'aime les gens, en fait. Et ça, j'aime à dire que les gens qui sont pas bien, ou qui se disent, tu vois, ils sont un peu repliés sur eux-mêmes, ou ça me fait chier, ça me gave. Parce que j'ai envie de dire, mais non, la vie, elle est... T'as dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Et en fait, tu vois, et c'est en ça que j'aime les gens, parce que tu dis, on a tous des problèmes.
Évidemment. D'origine, etc. Mais si on élude tout ça, tous les problèmes du quotidien, les contraintes, etc., il y a un moment donné, on est tous égaux. On est tous êtres humains, à ce que je sache. Et jusque-là, c'est là où tu te dis, c'est quand même pas normal que les gens se créent des nœuds au cerveau, ou alors on les aide pas à dire, mais non, mais attends, juste là, sois plus cool envers toi-même, quoi. Parce que le reste, c'est peut-être hostile, mais t'as pas le droit de t'infliger ça. Et je trouve que si on peut aider d'une façon comme d'une autre, très modestement, à donner un peu de kiff, le regard, mais que la science aussi peut aider à comprendre ces phénomènes-là, et qu'on a des petits dispositifs qui permettent de se dire à certaines personnes, on va t'aider, et puis en fait c'est simple et t'es la solution. Moi, c'est un peu mon kiff. J'aimerais citer un autre projet que j'adore. Ouais, si, c'est un projet que j'aime beaucoup, parce que c'est nantais. C'est Eva qui est juste incroyable. Voilà, faut aller voir ce qu'elle fait sur Epilepsia Wave, autant pour moi. Donc c'est une productrice, créatrice, chanteuse, hein, vous allez voir. Ouais. Elle est magnifique, elle est rousse, elle a un groupe qui s'appelle Orage. Je crois que c'est Orage. Ça me... ça, je capte par là, moi. Okay. Bref, elle est épileptique. Okay. Et donc elle travaille depuis 1 an et demi sur ce qu'on appelle l'effet Mozart. L'effet Mozart, c'est Mozart a trouvé une grammaire de composition musicale. En particulier, c'est la sonate 441, je crois. Et ils ont découvert que cette sonate 441, pour les épileptiques, avait le même effet que la chimie, c'est-à-dire que pendant les crises, il y a une régulation naturelle qui se fait par la musique. Donc en gros, la musique devient médicament. Ouais. Alors c'est très précis, parce que voilà, elle a été analysée particulièrement par tous les grands musicologues pour dire mais pourquoi celle-ci et pas une autre, etc. Et Eva, en fait, elle était épileptique, elle a découvert ce petit truc en disant bah tiens, elle a essayé de fait. Et elle s'est dit, moi je suis créatrice, artiste nantaise, très jolie ce qu'elle chante. Avec son copain Greg, il compose de la musique incroyable. Et ils se sont dit, est-ce qu'on peut pas sortir uniquement de la sonate 441, qui a été prouvée scientifiquement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres musiques qui auraient cet effet un peu de médicament sur les crises? En fait, c'est pas des médicaments, c'est une rythmique. Voilà. Oui, c'est ça. C'est une rythmique qui vient à un moment donné faire un massage. Oui. On va dire, de tout ce qui se passe, les processus cognitifs liés effectivement à la crise d'épilepsie, et qui soigne autant que la chimie. C'est important de le dire, autant de la chimie. Et en fait, je trouve ça assez passionnant, parce qu'elle a le même rapport, en fait. Elle se dit, c'est pas normal, c'est injuste, mais c'est pas grave, il faut que je suis la solution. Comment je me trouve les moyens, tous les moyens possibles. Et ils sont partis sur cette création, justement, d'univers musical, de bibliothèque, de sons plutôt contemporains, qui respecteraient ces règles-là. Et ils sont partis tellement loin que là, ils sont en protocole expérimental, médical, avec les spécialistes de l'épilepsie français qui est à l'université, je crois, d'Aix-en-Provence. Et puis forcément l'association des épileptiques de France, etc. Et donc ils sont rendus, et les résultats sont assez probants. Ah oui. Donc moi je suis très content de ça, parce que la musique qui soigne, c'est nantais, c'est cool. Et on est dans cet univers-là, de se dire que comment on trouve des solutions alternatives, des moyens qui ne sont pas encore remboursés, par la sécurité sociale, mais qui pourraient l'être. Tout à fait. Et qui sont en fait des choses un peu dématérialisées, mais qui partent effectivement d'une compréhension, d'une analyse de ce qui se passe dans le cerveau, pour qu'à un moment donné, on puisse mesurer, comparer, et puis apaiser, quoi. Parce qu'au final, pour les gens qui sont en stress comme ça, parce que l'épilepsie, alors je ne suis pas spécialiste de l'épilepsie, mais on voit bien que ça vient dans des conditions souvent qui sont les facteurs déterminants, c'est surcharge, etc. Donc on voit qu'il y a un besoin, non pas de contrôle, parce que j'aime pas ça, mais de tout simplement lâcher prise et d'apprendre qui tu es, quoi. Ouais, et puis d'abaisser. Et je trouve, ce côté, Et ça, c'est nantais aussi, comme Patrick qui travaille sur la perception. Je trouve qu'on est une petite clique nantaise là, à s'intéresser sur ces sujets avec sérieux, mais aussi avec cet état d'esprit de se dire il faut que tout le monde nous comprenne et faire des choses qui sont, on va dire, visibles, dans le sens où n'importe qui peut comprendre. J'ai créé un morceau de musique qui va calmer l'épilepsie. Et là, elle est en train de se dire, Eva, parce qu'elle est brillante, elle se dit mais il n'y a pas que l'épilepsie. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas à un moment donné travailler? Alors, je sais que c'est un peu la tendance du care musical, mais elle est scientifique aussi. Donc, du coup, elle ne fait rien sans avancer avec, effectivement, des études cliniques. Donc, je trouve ça assez... c'est un peu ce qu'on est aussi avec Patrick, c'est-à-dire c'est de la science, mais accessible pour tous. Mais ça reste de la science, parce que sinon, on peut vite tomber aussi dans la caricature de tout et n'importe quoi. Mais tu as raison, parce que la musique, c'est souvent un refuge, un repère pour les neuroas aussi, pour faire redescendre, et que ce soit écouter, jouer, ressentir, tu vois, vraiment à l'intérieur du corps. Toi, t'es Nora? Ouais. Ok. Toi aussi? Oui. Ok.
Vous l'avez découvert quand? Moi, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a... Nous, on a matché, hein, donc en général... Moi, je sais pas. Ouais. Comment je peux le décevoir? Le décevoir, le déceler. Le décevoir. Pourquoi vous décevoir? Comment je peux le décevoir? Mais c'est bien aussi comment je peux décevoir un euro. C'est bien, c'est pas mal. Je la garde. Déjà, t'es là, donc tu nous déçois pas. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on sera tous d'accord avec les gens. Tu vois. Les gens qui seront là. Et nos petites voix. Comment tu peux le... psy, neuropsy, et en France, c'est le test du QI qui... Alors, ça fait débat chez nous aussi. On n'est pas forcément d'accord. Et puis, il y a d'autres questionnaires pour aller voir un peu plus ton fonctionnement cognitif, émotionnel, sensoriel, pour aller voir où sont tes intensités, en fait. Tes hypos, tes hyper, en gros. Parce que c'est ça qui est hyper intéressant, en fait, dans ce que tu dis. C'est ce qui match vraiment, je trouve, avec ce qu'on réfléchit, nous, c'est la question de l'intensité. Oui, complètement. Tu vois, et du coup, je me demandais de l'intensité et de l'intensité émotionnelle aussi. Ouais. Pas que, parce que du coup, l'émotion, c'est aussi du corps, c'est aussi physiologique. J'adore danser. Ben voilà, tu Je vois. sais pas si c'est J'adore danser. C'est ça. Je trouve ça... Je danse pas très bien, mais j'adore danser. C'est comment tu mets en mouvement après ça. C'est Donc ça. le corps, en effet, la danse, la musique, c'est de la vibration, enfin, tout ça, Tes engagements, tes projets, tu vois. Ouais, Voilà. carrément. Et aussi dans la grammaire émotionnelle, parce que tu vois, pour reprendre, évidemment, dans le parfum, on parle de grammaire, au niveau des émotions, on parle d'une grammaire aussi. On vient faire du mélange comme une palette de peintre, tu vois, on vient créer nos propres couleurs. Et ce qui m'intéressait vachement dans le neurokiff, c'est est-ce qu'il y avait des marqueurs d'intensité, c'est-à-dire que tu vois ce qui s'active, est-ce que ça s'active positivement en kiff ou plus faiblement, etc. Mais est-ce qu'il y avait la notion d'intensité dans l'activation? Ouais. On peut se porter volontaire. Ouais, c'est ça. Mais en fait, dans le en vrai, j'aimerais bien le réactiver. En plus, tout le monde me tanne pour que je le réactive. Ah. En fait, j'ai arrêté je crois, en 2020 ou quelque chose comme ça, quoi. On a beaucoup de neuroa si tu veux faire des expériences. sur nous. Et en vrai, je trouve que ça serait intéressant, mais bon, c'est pas mort, hein. Parce qu'effectivement, Patrick, etc., on a tous les outillages pour faire d'autres expérimentations, quoi. En plus, les outils, en 5 ans, ont quand même bien évolué. Oui. Donc, on a aussi des outils plus intéressants. Mais ce que tu dis là, oui, on avait la mesure d'intensité de fait. Et moi, j'avais même, en fait, souvent, pour tout vous dire, en fait, dans le vin en particulier, on savait que la mise en bouche était un facteur d'intensité beaucoup plus important et qui conditionnait le reste de l'expérience. Donc, on avait observé ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'attaque en bouche ou la mise en bouche... elle était radicalement elle conditionnait tout le reste. Ce qui, dans une expérience, normalement, si tu veux, c'est comme on fait là, c'est-à-dire que j'ai pas plus d'attaque, enfin j'ai pas plus d'intensité au début qu'à la fin. On reste normalement sur une temporalité qui reste le même, sauf s'il y a des distorsions de temps, mais on va pas rentrer dans ce débat-là. On veut bien. Grave. Non, ça m'intéresse vachement. Il faut aller voir Eva, parce que Eva, elle adore ça. Eva, un petit clin d'œil, ils sont en plein dedans là. On va la contacter, Eva, parce que... évidemment. En vrai, Eva... là, je vais vous dire qu'elle est capable de vous en discuter. Vous discuter beaucoup de temps. On pose l'après-midi. On pourrait vous réunir. Ouais. Mais là, il faut on se réunit souvent, mais on en parle des heures. En tout cas, tout ça pour dire, effectivement, que pour moi, je crois que... alors, je sais pas si on est atypique ou pas, mais... moi, je sens qu'il y a des gens avec qui ça va plus vite, plus fort, tout de suite, et des gens où ça passe pas. Tu parles notre langage, là. Bah oui. Et est-ce que je suis capable de l'expliquer? Non. Est-ce que je suis capable d'essayer avec des dispositifs, des artefacts numériques ou pas, d'essayer de capter, de mesurer? Ça, je pense qu'on commence à y aller. Le neurokiff, on a un exemple. Tout ce que fait Patrick, etc., sur la perception. Est-ce que, par contre, ceux qui ne sont pas, on est capable de les faire basculer? Je crois que oui aussi. Je crois que rien n'est jamais perdu. Les désagréables peuvent devenir agréables. D'une certaine façon, je reste optimiste. C'est politiquement correct. Voilà, c'est mon humanité débordante qui fait dire qu'à un moment donné, un con restera toujours un con. Ça, nous, on est tranchés. Mais je vois bien la radicalité. Ça, c'est pas possible. Non, en vrai, c'est vrai. Ce que tu dis. Moi, je crois que moi, je le sens. Et puis, pour revenir sur... Je vois beaucoup de monde, vous avez raison, dans ma fonction politique, etc. Et j'ai cette intelligence relationnelle, comme on dit souvent. Comment tu la caractérises? Comment tu la sens? Je sens les gens.
Ouais. En plus, j'ai fait les marchés, pour tout vous dire. Quand j'étais petit, pour payer mes études, la meilleure école, j'ai commencé par ça, je crois. Alors, j'ai jamais été trop timide et j'ai toujours été plutôt social, comme on dit, tout petit. Mais quand même, l'expérience des marchés, c'est incroyable. C'est une expérience de vie. Tu t'arrêtes pas, quoi. Et c'est une T'en échelle... prends partout d'un coup. D'un seul coup. C'est ça. Et t'as pas le choix. Oui, t'as pas le choix. Et en plus, moi, je vendais des fringues sur les marchés. Donc, en plus, j'avais cette nécessité économique d'aller interpeller les gens et d'être en capacité, en 3 secondes, de créer du lien. De savoir comment j'allais les interpeller. C'est ça. C'est une école de la vie qui est juste dingue. Parce qu'en fait, et ça déroule. Et c'est les marchés en plus l'été. Donc, imaginez. C'est à foison, quoi. T'étais en Vendée, en plus. Ouais, j'étais en Vendée. Donc, la Tranche, tous ces marchés où il y a beaucoup de monde. Diversité peut-être pas, mais en tout cas voilà. Et j'ai adoré et j'ai appris beaucoup de choses sur les gens, sur la nature des gens, comment à un moment donné il faut aller et des fois ça va vite. Ça va très vite d'aller au plus profond. C'est vrai. Contrairement à ce qu'on peut penser. Il faut dire il joue, c'est de la superficialité. Eh ben non. Et en vrai, moi je me suis fait des vrais amis. J'ai même mangé du hérisson avec des vrais amis qui étaient oui. Il faut le savoir, j'ai mangé du hérisson. Voilà. Et ça a quel goût, le hérisson? Est-ce que ça pique? C'est vraiment pas bon. D'accord, vraiment pas bon. Ça ressemble au lapin, c'est dur quoi. Hérisson, la viande on l'aime pas, mais pas tout à fait viande, mais je suis pas non plus hostile à la viande. Le hérisson c'est vraiment pas bon. C'est non. Faut vraiment c'est pas testé, faire ça. c'est non. Tu dis un truc super intéressant parce que tu pars de ça va très vite. Pour moi, tu parles presque de ce que certains nommeraient l'intuition. Oui. Et c'est quoi l'intuition, tu vois? Est-ce que c'est juste que c'est plein d'infos qui sont traitées tellement vite, tellement rapidement, que ça donne une information, tu vois, claire. C'est de la perception aussi. Ouais, c'est une clairvoyance. Enfin, pour moi, l'intuition, il y a 2 types d'intuition. Pour moi, il y a le court-termiste, c'est-à-dire que l'intuition du quotidien, à un moment donné, ce qu'on disait, en fait, on sent les gens, on arrive à voir à peu près, on peut se tromper, mais grosso modo, on sent les gens, mais en tout cas, pour le laps de temps d'interaction qu'on doit avoir avec cette personne, par exemple pour vendre une fringue, ou tout simplement au marché pour dire bonjour madame, donner un petit peu, ne serait-ce que, tu vois, un peu de bon temps, 10 minutes, ça, je crois que je l'ai. Parce que ça va vite, et puis les connards, tu les vois tout de suite, clairement. Et ils n'ont pas envie. Et en fait, il faut respecter ça, et je respecte complètement ça, parce que nous, on est un peu envahissants, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai. On a tellement envie, on aime les gens tellement authentiques que parfois ça gave. Je peux être silencieux aussi. D'ailleurs, ma copine me dit souvent... Ouais, quand je suis silencieux, c'est qu'il faut que je m'éteigne. J'ai besoin de m'éteindre. T'éteins quoi? Une intensité? Trop d'infos? Il faut que je sois tout seul. Non, pas tout seul. J'aime pas être tout seul. Il faut que je sois tout seul dans le sens... je m'éteins. Dans ta bulle. Dans ma bulle, je m'éteins. Non, je m'éteins pas souvent, en fait. Tu sais, là, tu rentres vraiment sur nos terrains. Si, en fait, si ma copine était là, elle vous le dirait, parce qu'effectivement, il y a des moments où je m'éteins. J'ai besoin... Alors, moi, je dors très bien. Ceux qui ont des problèmes de sommeil, je comprends pas ça. C'est même... c'est même affligeant, parce que je me couche, je dis bonne nuit, je dors. Bienvenue. Alors, je sais pas si c'est un signe, mais ça, par contre, c'est une façon de m'éteindre. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Stop. Et je dors très bien. Alors, les gens qui se disent je me suis réveillé, etc. Si je bois de la bière, une pinte, et forcément ma prostate me rappelle. Mais sinon, en vrai, je me réveille pas. Après, voilà, pour répondre à ta question, je crois que l'intuition, cette intuition court-termiste, elle est évidente sur le fait qu'on a cette capacité à aller vite, à comprendre les gens. Et à lâcher, parce qu'à un moment donné, si on se dit c'est pas la peine, on peut déranger. Et moi, je respecte beaucoup les gens. Et après, il y a l'intuition sur les projets. Et ça, par contre, c'est pas pareil. Non. Et ça, je sais pas l'expliquer. Ouais. Par contre, très modestement, et ça, c'est pareil, il y a plein de gens qu'il faudrait qu'ils parlent. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que, en fait, tout le monde me dit, t'as de l'intuition. Tu sens les trucs. Alors, soit c'est parce que je les sens et je les porte et ça marche. Ça peut arriver aussi, C'est une espèce d'intuition dans le déni, en fait, mais tu te rends pas compte, mais t'es l'intuition, parce que c'est toi qui le portes. Donc ça va marcher, parce que tu le portes tellement que t'es le facteur d'accélération du réussite, quel que soit le truc, un projet, une entreprise, un projet, une idée. Mais j'y crois pas trop quand même. Je crois qu'à un moment donné, sur cette intuition plus long terme, je crois qu'il y a... Alors, c'est pas des espaces-temps distorts, il n'y a pas de ça, mais il y a quand même la capacité de se dire, moi j'aime me projeter. J'aime bien le court terme qui switch. Tu rencontres les gens, c'est super, j'adore ça. Et le kiff, voilà. De l'immédiateté. Et après, j'aime le temps long. J'ai pas de la recherche pour rien. C'est-à-dire que j'ai aussi cette capacité
à avoir, il faut que je me projette, moi. J'aime me dire qu'est-ce qu'on sera la société dans 5 ans, dans 10 ans. D'ailleurs, des fois, j'embête les gens en disant, mais faisons de la prospective. Je trouve qu'on manque de prospective dans cette société. C'est très drôle, t'as Et jamais la été sur les neuroatypies. Ouais. C'est très drôle. Je sais pas ce que... Non. Parce que tu décris, mais tu fais une cartographie de la personne neuroatypique, visionnaire. Je suis neuroatypique. Alors, on en reparlera hors caméra. Il faut qu'on en parle. Ouais. Le côté visionnaire, dans 10-15 ans, je sais que c'est ça qui va marcher. Tu as passé un diplôme en 1998 oui, c'est vrai. sur l'IA, alors que rien ne fonctionnait à cette époque. Oui. Aujourd'hui, ça prend et le contexte économique fait que aussi on s'est boosté. Et la technologie aide aussi. Tu décris les émotions et l'intensité, la captation avec ton environnement et les gens très distinctement. Il y a ça passe ou ça casse, point. Il y a le côté je kiffe maintenant, le plaisir est hyper prenant chez la personne neuroatypique, notamment par le TDAH. Il faut remplir vraiment cette hormone de plaisir, et ça c'est vraiment une drogue. Et il y a le côté rassurant de on fait des projets à long terme, on cherche, on rencontre des gens, on va gratter, on va là où on n'était pas attendu, surtout là où on n'était pas attendu. Sinon c'est pas intéressant. Et tu rases. C'est ma spécialité. Et j'en aurais plein des exemples comme ça à vous donner. Mais... Et quand tu parles de ce moment où tu éteins, tu vois, c'est aussi très très fréquent chez Nangwa, cette capacité d'être extrêmement allumé, beaucoup plus que d'autres, tu vois, si on parle très directement, très directement, très intensément, très fort. Et floup, un moment où il faut éteindre parce qu'il faut recharger les batteries, tu vois, parce qu'il y a overstimulation, ok, j'ai tout donné, j'ai ça. Ouais, c'est ça. Ok, je recharge, et c'est bon, je peux repartir. C'est reparti mon kiki, puis il faut traiter les infos aussi, je me dis. D'où le sommeil. D'où le sommeil qui répare beaucoup, je pense. Voilà, il faut traiter les infos, c'est de la data, pour reprendre un langage qui n'est pas le mien. Et moi, j'ai un dernier élément que j'aimerais bien dire, parce que je partage complètement ce que vous dites, ça c'est moi, je me retrouve, bref. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est faire rencontrer les gens. En fait, moi, je suis une... Voilà, je suis un tu fais pas de la politique pour rien non plus. Bah oui, c'est aussi un vecteur de rencontre. Mais même indépendamment de la politique, je pense que j'ai toujours travaillé comme ça. Moi, j'adore... En fait, je sais quand les gens, il va se passer un truc. Et les gens le savent pas. Et je crée les conditions de la rencontre, je fédère les gens, etc. Et ça, j'adore ça. Et donc, quand on met les trois, c'est vrai que des fois, ça fait des belles réussites. Quand tu as l'intuition de te dire là, lui, puis lui, puis... Tu vois, par exemple, je dis, faut absolument rencontrer Eva et Patrick. C'est une évidence pour moi de vous dire ça, parce qu'en fait, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Alors après, moi, c'est pareil. Quand j'apprécie beaucoup. Oui. Et quand tu détestes beaucoup. Et quand je déteste, j'ignore. Moi aussi. Flemme. Allez. Je change de trottoir. J'ai pas de temps pour toi. Désolé. On est d'accord. J'ai pas de temps pour toi. On est d'accord. Sorry, but not sorry. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Mais voilà, je pense qu'on est... Alors, donc, je suis un euro. On sait pas. On peut pas tu te décris. J'ai toutes les conditions pour. Oui, mais c'est pas il y a grave. plein de choses. Non. Bah non. C'est tout à fait. Tu mets juste un mot de plus sur ta façon de fonctionner. Et ce que tu dis sur le lien, etc., en fait, je trouve que quand on lit ton parcours, tes multiples casquettes, c'est vrai. Tu vois, c'est très évident. Enfin, en tout cas pour nous, parce que c'est très évident. C'est que quand tu navigues, parce que c'est ce que tu fais en fait, tu navigues dans des milieux différents, tu slashes, donc tu en as plusieurs en même temps. Donc c'est aussi cette capacité de faire des liens. Est-ce que c'est comme ça que toi tu le vis ? C'est-à-dire, est-ce que tu fais des liens, ça, je pense avoir la réponse, mais quand même, entre tes multiples casquettes, tes divers intérêts, les différents milieux, parce qu'il y a quand même des milieux différents aussi. Non, mais oui, t'as raison. Mais ça, c'est presque une conséquence. Mais il y a deux réponses. La réponse, c'est oui, t'as raison. Mais mes différentes casquettes, de fait, c'est naturel. Enfin, tu vois, comme je passe les plats, et puis ça me paraît évident parce que je connais beaucoup de monde. Et ça, en fait, mais c'est presque une évidence pour moi. Voilà, c'est ce et que si j'avais pas ces casquettes-là, je pense que je le ferais quand même. J'ai toujours aimé. Franchement, moi, mes équipes, c'est pareil. Soit on adore bosser avec moi, soit on déteste. Oui. Mais quand on adore, on a une fidélité, c'est ma famille, quoi. Je touche pas à mes équipes, touche pas. J'ai des gens à qui franchement, j'ai beaucoup de,
des pactes depuis longtemps, depuis 20 ans, et sur lesquels, c'est même pas des amis, c'est qu'on est des pactes, ensemble, c'est un pacte, quoi. Et tu touches pas. L'engagement. C'est un engagement fort, Humain, c'est relationnel. C'est presque cerveau droit, cerveau gauche, on pense pareil, on se regarde même plus, que tellement on est... Enfin, c'est de la connexion pure, quoi. Et je trouve ça beau. C'est vrai, c'est beau. Il y a plein de gens qui sont tout seuls, ils bossent tout seuls, ils sont dans des environnements professionnels. Et moi, je trouve que c'est beau, à un moment donné, de garder... C'est même pas de l'amitié, de garder des gens avec qui on est en confiance. C'est vrai. Et des fois, on se voit pas forcément pendant un mois, mais en fait, la confiance, elle est, et ça repart en 2 secondes. Oui, c'est ça. Et ça, je trouve que, ouais, c'est le slash, comme tu dis, il est lié à mes différentes fonctions, sûrement. Mais je pense que je les assume et je les cherche. Oui, c'est ça. J'ai un défaut, c'est que je m'ennuie vite. Bah tiens. Pardon. Vraiment. Donc à un moment donné... On va le toper, hein. Hashtag neuroatypique, quoi. Ouais, au bout de... Non, mais c'est vrai, dès que j'ai un projet, que j'ai commencé à sortir le truc, après, s'il faut gérer... D'où le neurokiff, en gros, t'aimerais passer la patate chaude. Voilà, et c'est toujours ça. C'est bon, c'est lancé. Là, typiquement, le dernier projet que j'ai eu entre guillemets sur lequel je bois, c'est le réemploi. Je kiffe ces trucs-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Alors, en vrai, là, c'est assez rigolo. Je fais un peu de politique au sens... Voilà, ça, c'est ma casquette politique. Ouais. Le réemploi, il n'y avait aucune raison pour que j'y aille. Je suis vice-président de l'innovation. Bon. Bah... Ouais, mais pas plus que la santé. Ah oui, c'est ça. Tu vois, pas plus que la santé, le numérique, l'industrie. Bref. Et moi, je vois ce réemploi arriver comme un truc... Ça, c'est un fait de société, quoi. Le réemploi, on le voit effectivement chez les jeunes, la mode, mais aussi chez les industriels. Et en fait, ça fait tilt dans ma tête. Et à un moment donné, ça bascule. C'était il y a 2 ans. Et là, je me dis, il faut qu'on sorte Nantes, terre de réemploi. Je bosse avec Maëlle, une collègue là-dessus élue sur le sujet, qui, elle, avait le réemploi plus ESS et ressourcerie. Et moi, j'ai mis un truc systémique qui se passe là. C'est-à-dire que le réemploi, ça devient un geste naturel. C'est une normalité. Une normalité. Oui. Mais il faut l'assumer. Oui. Et c'est là où c'est parti. Mais c'est parti comme si c'était une évidence. Oui, je ne fais que ça. Je vais voir les boîtes, je dis écoute, c'est super. Alors je passe de l'industrie au maritime, en passant par le numérique, en passant par la mode, en passant par les ressourceries. Bref, je pense gisement, je vois des gisements partout, je rencontre des gens. Il y a des gisements. Alors, le plus beau gisement que j'ai vu, je peux vous dire, c'est quand tu penses à l'emploi, tu dis mais c'est quoi le gisement? Oui, ça c'est un gisement, on voit bien les gisements des ordinateurs, des frigos, très bien. Le meilleur gisement, c'est, tenez-vous bien, celui-ci il est magnifique. On est presque. Les plumes de badminton. J'ai rencontré le monsieur qui récupère le gisement des plumes, réemploie les plumes de badminton pour refaire des matériaux d'isolation phonique, etc. Je lui dis, mais comment t'as eu cette idée? Il dit, mais en fait, il fait du badminton. Je joue de badminton voilà. et j'étais plein de volants. Puis j'ai dit, mais ça représente quoi à l'échelle nationale? Et donc, il a fait ses petits calculs. Il s'est dit, en fait, je vais envoyer un courrier à toutes les fédérations nationales de badminton pour dire, ne jetez plus vos petits comme les bouchons. vos petites plumes. Vous me les envoyez par la poste. Tout le monde a dit, c'est génial. Et il se retrouve à collecter à l'échelle nationale tous les gisements des plumes de badminton. Chérie, j'ai un nouveau carton. Et ça me fait kiffer. Je me dis, mais tu es génial. Et pour moi, ça allume un truc. Et après, je me dis, oui. Et après, j'en suis à des réflexions où le gisement doit guider tous les processus de création aujourd'hui. Et le dernier exemple, c'est que je rencontre quelqu'un qui récupère les gros navires, très très gros de Saint-Nazaire, là, qui sont envoyés en Inde pour être dépecés. Enfin bref, ça va pas du tout. Non, ça va pas du Et il se dit, il vient me voir, il me dit, j'ai une idée, vous en pensez quoi? Et pour moi, c'est une évidence. En fait, il dit, ces bateaux-là, on va les retourner. La coque en métal, ça coûte très cher. Ça fait la coque. Et on va en faire des bâtiments industriels. Je dis, mais là, attends, comment ça? Ah oui, c'est une évidence. Sauf que tu dis, oui, tu es en train de me dire à tous les archis, arrêtez de penser, votre crayon, je vais faire un bâtiment comme ça parce que je suis architecte, etc. Arrête. Le gisement, c'est-à-dire la structure de la coque, va guider ton processus. Donc, je suis allé voir un architecte pour dire, etc. Et là, c'est parti. On commence à se dire, les architectes, ils se disent, oui, demain, limitation planétaire, pourquoi on est en train de dessiner encore des choses belles alors que si on a ce gros paquebot, on le retourne, ça fait mon ossature, et puis je crée l'usine là-dedans. Quoi. Et ça, je fais ça tous les jours depuis 1 an et demi et je kiffe. Et maintenant, je ne pense que réemploi, c'est pour vous dire, parce que je mets en lien des gens entre Artefact, La Virgule, qui lui, a fabriqué, avec Patagonia, a fait un feat incroyable pour récupérer les... comment ça s'appelle là, les trucs pour aller à la pêche à la mouche, ils vont dedans, là, les combinaisons, les grosses combinaisons de Patagonia de pêche à la mouche. Et lui, il se dit, j'en fais quoi? Ça y est, j'en fais aujourd'hui des sacs, c'est juste génial. Et tu dis, ça, c'est, je pense le gisement. Il est où ton gisement? Et en fait, je découvre
qu'il y a des milliards de gisements inconnus, les lunettes, enfin tout peut être gisement. Tout en fait. Donc en fait, ce matin on était là, comment on passe du Made in Nantes au Made in France au Remade in France. Parce qu'en fait le Made in France on peut plus, et le Remade in France on peut le faire, en vrai. Et c'est maintenant qu'il faut l'imposer. Donc c'était marrant, c'était aussi les réflexions de ce matin avec Jeanne et Roland. Bref. Et en fait du coup... Vas-y. En fait, dans tout ça, tu parles aussi de l'avenir pour moi. Ouais. Et ce que j'ai aimé quand tu as fait ta présentation, ton pitch... C'est ça que je voulais dire aussi. Voilà. C'est les jeunes. C'était un des seuls vraiment avoir parlé des jeunes. De ceux de maintenant, de ceux qui ne sont pas encore tout à fait maintenant, de ceux qui sont maintenant et qui vont faire nos prochaines années. Et... Voilà, j'ai envie de m'arrêter là et de te laisser la parole. On verra comment tu comprends. Ça, c'est aussi... non, mais ça, c'est une vraie valeur qui est en moi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours adoré les jeunes. Alors déjà, j'essaie d'être jeune, moi-même. Non, dans mon histoire personnelle, tout vous dire, je viens d'avoir un bébé de 3 ans. J'ai 55 ans. Génial. Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être un petit peu jeune dans sa façon d'être pour remettre dedans. Quoi. Au moins, il faut que tu cours. Parce que 3 ans, il doit galoper. Donc j'ai 3 enfants, je suis très content. J'ai une fille Nova qui a 22 ans, j'ai Roméo qui a 16 ans, et j'ai le petit Marin qui a 3 ans. Donc tu te dis là, il y a quand même un truc, et je kiffe ça. Et j'étais pas prêt, et en fait je kiffe et j'accepte et je l'assume pleinement, et au contraire c'est que du kiff. Donc j'ai un rapport effectivement individuellement, alors j'ai des enfants aussi de fait, mais fondamentalement j'ai toujours adoré bosser avec les jeunes, et surtout donner cette espèce d'envie, pas d'entreprendre, d'envie en fait de se dire rien n'est figé. Et qu'en fait, encore une fois, comme mon mantra, c'est toi tu peux changer les mondes, quoi, ou changer les choses. Le monde on verra après, il faut être humble. Et en fait on le dit pas assez aux jeunes, qui plus est maintenant avec tout ce qui se passe là, toutes les contraintes, les crises, les polycrises qui nous arrivent, quand on parle de génération jeunesse, c'est un peu, tu vois bien. Et je pense qu'on a besoin tous, collectivement, de donner du positif, de donner du kiff, quoi, de la niaque. Et moi, je trouve que c'est beau, parce qu'en fait, moi, j'apprends beaucoup avec les jeunes. Je donne des cours tous les jeudis. J'ai gardé ma fonction. Et je leur dis, vous savez, moi, je fais du théâtre, là. C'est ça. Et j'adore ça. Et moi, j'ai besoin de vous. Je commence mon cours en disant, sans vous, en fait, je peux pas avancer dans ce que je dois vous transmettre, etc. Et que moi, je kiffe venir vous voir. Et ça, déjà, tu poses un cadre. Et en fait, ils te donnent beaucoup. Quand ils se disent, en fait, tu vois, moi, j'ai besoin de vous parce que j'ai besoin de voir ce que vous ressentez, j'ai besoin de voir vos réflexions, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est là que pour vous donner des choses, vous devez nous en donner, et puis on doit débattre. C'est en vrai. Que descendant, en fait. Voilà. Et moi, je pose ça dès le début avec mes étudiants. D'ailleurs, franchement, ils le reconnaissent, parce qu'ils aiment ça. Et au final... on leur donne pas assez en fait les moyens. Aussi, on leur donne, mais souvent caricatural, les jeunes parlent aux jeunes. Et il n'y a pas, si tu veux... moi, je trouve que j'ai eu de la chance dans ma vie, je fais des choses intéressantes, et je dois en fait amener aussi les jeunes là-dedans. Dans ces réflexions diverses et variées, dans les processus entrepreneuriales. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis qu'il faut qu'on arrive à un moment donné à ne pas trop segmenter entre ceux qui ont une bonne situation et qui sont dans le dire. Moi, je suis plutôt dans le faire. Donc, dans le faire, j'emmène les jeunes avec moi. Donc, c'est pour ça que j'aime les jeunes, quoi. Et puis, moi, j'aime qu'ils me mettent des claques. C'est ça. Mais j'adore ça. Ça fait du bien, en fait. Et qui plus est, parce qu'en fait, moi, je comprends pas tout de la société d'aujourd'hui. Elle est complexe, hein. Moi, je suis caricature, c'est la caricature, 50 ans, le blanc, le mal, j'ai tout ce qui va mal. Et en vrai, sur le papier, oui. Sur le papier, on se dit, bon voilà. Alors qu'en fait, quand les gens ils me connaissent, non, je suis très féminin en moi. Je suis pas du tout le mâle dominant comme on peut l'imaginer. Mais parfois, ça peut paraître parce que j'ai ce côté exubérant. Mais je suis pas là pour, à un moment donné, prendre la place d'eux. Au contraire. Et les gens, quand ils me connaissent, ils savent. Mais tu vois, sur papier, dans ce monde de superficialité, t'es vite catalogué. Et hop, toi, t'es un mâle blanc. Non... je suis peut-être homosexuel en moi, je le sais pas encore. J'ai tous ces doutes-là que j'accepte pleinement et j'ai aucun problème avec ça. Mais la remise en question. Voilà. Et chez les jeunes, j'aime ce côté. Je prends des claques, quoi. Écoute, je travaille pas le jeudi, je viendrai squatter ton cours. C'est ça. Écoute, à partir de septembre prochain, viens. En vrai, c'est cool. Mais j'ai aucun problème. Alors là, attention, parce que ça dérape.
Parce que j'arrive... Bah oui. Non, j'adore les cours parce que des fois, je sais pas. Je sais que j'ai des trucs que je vais faire. Le biomimétisme, j'adore ça, le biomimétisme. Oui, t'as ta trame et puis après... J'ai ma trame, j'ai des trucs, je sais pas quand je vais les faire, en actualité, voilà. Donc, voilà, j'arrive et puis ça peut être un matin, le biomimétisme, et puis c'est parti, et puis on y va. Ça peut être des scénarios dystopiques dans lesquels je leur dis, mais c'est quoi le rapport au temps qu'on a ? J'adore ce scénario. Il y en a un que j'adore, c'est de se dire, bon, vous êtes jeune. Est-ce que vous êtes OK pour dire, je meurs à 65 ans, mais je vous donne 2 000 € tout changement de modèle, toute votre vie. Ou est-ce qu'à un moment donné, vous dites, bah non, c'est quand même un peu rapport à la mort, si on fixe notre mort, mais on vit bien, ou en gros, voilà, la métaphore de James Dean. Est-ce qu'il vaut mieux vivre à fond un peu, ou avoir toutes des emmerdes et pas savoir quand on va mourir ? Et ça, c'est juste génial. Parce que là, t'ouvres des boîtes de Pandore, même entre eux, qui sont juste géniales. Alors que moi, je sais pas... Tu vas sur des sujets de philo aussi. Bah oui. Un peu de la philo, mais avec du pragmatisme et avec leur façon de vivre aujourd'hui, quoi. Et je trouve ça intéressant. Bon. Donc, avec plaisir pour t'accueillir. Grave, c'est ça. Trop bien. Mais, merci. Je sais pas ce que je ferai. Je ne dois pas dire ça parce qu'en fait, j'ai quand même un petit programme. Oui, bien sûr. C'est le comment. On parle d'impact sur les métiers, tout ça. On parle de choses très, très intéressantes, mais pas que. Bon, Francky, on arrive à la fin de l'épisode. Déjà ? Dommage. Déjà. Mais oui. Et on avait dit 8 heures. Nous, on est chaudes. Hein. On est même... 12h20, dis donc, oui. Oui, on est même un peu à la bourre. On s'est laissé emporter. Oui, c'était passionnant. C'était passionnant. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux poser la question pour l'invité d'après, s'il te plaît ? Je peux poser une question nantaise ? Oui. Puis si c'est pas quelqu'un de Nantes, on verra. Mais il y a des probabilités pour que ce soit un Nantais ? Ouais. Donc je peux poser une question sur Nantes ? Oui. Ouais, vas-y. Bon, moi je kiffe Nantes. Donc voilà. Et je trouve qu'on lui fait du mal. Un peu trop de mal parfois, pour des raisons X, Y, Z. Donc moi la question que je peux lui poser, c'est comment on fait pour que Nantes reste cette ville de cinglés, quoi, de cinglés créatifs. Et est-ce que tu es d'accord avec ça, déjà ? Comment on continue l'histoire, en fait, de cette ville créative, pionnière sur pas mal de sujets, et pourquoi les pionnières sur pas mal de sujets ? Parce qu'effectivement, on écoute les jeunes, parce qu'on s'engage sur certains sujets, et puis parce qu'on a des convictions politiques qu'il faut garder, quoi. Complètement. Voilà. Super. Merci infiniment, Francky. Merci à vous, c'était hyper cool, hyper intense. Et je suis roi. Il faudra qu'on en discute un petit peu plus. On en rediscutera. C'est vrai, c'est pas... non, c'est bon, le diagnostic n'est pas posé. Bah non, on peut pas, mais on en reposera. On en reparlera. J'aurais adoré. On en reparlera. J'aurais adoré. On vous remercie infiniment de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions à poser à Francky, vous pouvez le faire en commentaire de cet épisode. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était cool. Ouais, carrément. Et kiffez, hein. La vie est trop courte. Oui, bonjour, enfin rebonjour, parce que je vous ai laissé un message tout à l'heure. Je voulais vous dire juste